Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 1er juillet. La justice a tranché, la grève débutée samedi est jugée illicite. La frappe doit arrêter le mouvement sous peine d'une astreinte d'1 million de francs pacifiques par jour de retard. Raihei Nadjarian se trouve à la présidence de la Polynésie. Il nous dira si un protocole d'accord sera signé ce soir pour mettre fin à la grève des agents de Tefaret Tauhiti Nui, la maison de la culture. L'hôpital de Moorea passe en mode dégradé face au manque de médecins. Les hospitalisations sont suspendues depuis hier et jusqu'au début du mois d'août. Une consultation en ligne sur l'aide à mourir est proposée sur le site du CESEC. La loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale doit être étendue en Polynésie française. Pour mieux comprendre les enjeux de cette loi et les spécificités polynésiennes, Mayana Bambridge, représentante de la société civile au Conseil économique, social, environnemental et culturel, est notre invitée ce soir. Et puis au mini-jeux du Pacifique à Palau, les Tahitiens sont largement en tête du classement avec 23 médailles d'or. Nous reviendrons sur les compétitions de la deuxième journée grâce à nos envoyés spéciaux. La grève de la frappe jugée illégale. Le tribunal de première instance a tranché en faveur du pays sous peine d'une astreinte chiffrée à 1 million de francs par jour. Le président Broderson appelle les agents à reprendre le travail et ne compte pas en rester là. Les salariés et le syndicat devront rembourser les dommages causés. La frappe ne baisse pas les bras et prévoit de déposer un nouveau préavis de grève. Le point avec Méréini Gamblin, Théophane Télitois et Mirko Vandefaux. Les vols reprennent. Le tribunal civil de première instance a jugé illicite la reprise de grève de la frappe. Engagée par le pays, cette procédure d'urgence a permis de faire suspendre immédiatement le mouvement. L'absence de nouveau préavis a fait pencher la balance. Le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux préavis qui ne permettent pas d'organiser notamment le rapatriement, là on le voit, des 1000 enfants qui restent sur Tahiti, eh bien, génère une vraie problématique de continuité de service public, ce qui explique la nécessité absolue d'un préavis de 5 jours et de l'indication de la date exacte. Le président estime à 300 le nombre de personnes qui ne se sont pas présentées au travail depuis samedi, date de fermeture des aérodromes du pays. Il y aura des pénalités financières. Il faut que nos fonctionnaires reprennent immédiatement le travail, y compris les pompiers d'aéroport. Il va y avoir des ordres de recettes qui vont être émis. Donc c'est en fait pour ne pas payer les gens qui n'ont pas travaillé, parce que là ils ne sont pas en jour de grève, ils sont en absence au travail. Ce seront des retenues sur salaire. La frappe, également condamnée à payer 150 000 francs, dispose d'un délai de 15 jours pour faire appel. Mais le syndicat est prêt à retourner au front dès demain, fort de ses 500 adhérents. On demande à négocier, mais il n'y a personne en face. Qu'est-ce que la personne en face fait? Je vous traduis en justice. C'est trop facile comme façon de faire. Nous allons déposer un nouveau préavis de grève pour que, s'il faut, légaliser la procédure. Parce que pour nous, elle n'était pas illégale la précédente. Bon, le juge en a décidé ainsi. Pas de nouvelles négociations en vue tant que le préavis n'est pas déposé. Mais les tensions restent vives, avec toujours les mêmes revendications pour lutter contre la vie chère. Est-ce que le Heivaï Tahiti aura bien lieu? La question est sur toutes les lèvres. Contrairement aux pompiers des aérodromes, les agents de la Maison de la Culture avaient déposé un préavis de grève en bonne et due forme. Le président Broderson les a conviés pour signer un protocole d'accord ce soir. Je vous propose de retrouver Raihei Nadjarian en direct de la présidence pour faire le point. Bonsoir Raihei, est-ce qu'il y a eu signature ou pas? Bonsoir Sibel, eh bien pour l'heure difficile de répondre à cette question car les représentants syndicaux de la frappe et le gouvernement sont actuellement en pleine discussion dans le salon d'honneur de la présidence qui se situe juste derrière moi. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons rencontré les représentants de la frappe avant leur rencontre avec le gouvernement. Ils sont arrivés à 18h20 exactement. Ils nous ont assuré que les grévistes de la Maison de la Culture ne veulent pas que le Heiva soit annulé et espèrent trouver un protocole d'accord, en tout cas signer un protocole d'accord dès ce soir. Cependant, le point d'achoppement reste tout de même la revalorisation du point d'indice. Ce qui est sûr, c'est que nous saurons peut-être d'ici quelques minutes, voire quelques heures, quel sera le bilan de cette rencontre, Sibel.
Merci beaucoup, Laïhei. Merci également à Patrick Ting derrière la caméra. De leur côté, les acteurs du tourisme appréhendent déjà la nouvelle grève de la frappe si aucun accord n'est trouvé dans les 5 prochains jours. À part quelques exceptions comme l'aéroport de Fakalava dont les pompiers n'étaient pas en grève, le secteur est inquiet. Écoutez Mélinda Baudin, présidente de l'association du tourisme authentique de Polynésie. J'ai eu fait grève aussi. On comprend la grève. Qu'il y ait des revendications, peu importe. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que toujours, ils ont bien choisi leur moment, c'est exactement comme ça, c'est toujours comme ça. Mais ce sont encore les petites entreprises des îles qui ont des emprunts à la banque, qui paient des dettes, qui ont des salariés. Ce sont encore ces toutes petites entreprises des îles qui en pâtissent. L'hôpital de Moorea n'assure plus les hospitalisations jusqu'au 7 août prochain. En cause, le manque de médecins. Ils étaient 8 en début d'année. Ils ne sont plus que 3. Pour faire face à cette pénurie, la direction a choisi de recentrer les moyens sur les urgences et le dispensaire. Laïhei Nadjarian, Patrick Ting. Ça va, ça avance la réfection des chambres? Ouais. Vous en êtes où là du coup? À peine les hospitalisations arrêtées, l'heure est déjà aux rénovations dans les salles dédiées. Malgré un service en moins, la cadence de travail reste la même. Avec seulement 3 médecins titulaires au lieu de 8, les moyens ont dû être mutualisés pour garantir la continuité des autres services. On a fait le choix stratégique de garder un dispensaire ouvert à 100% pendant ce temps de Heiva et de vacances, de maintenir quand même les urgences ouvertes 24/24, donc c'est un planning de garde à 3. Du côté de la population, cette situation est inconcevable. Les malades qui devront être hospitalisés seront évacués vers Tahiti. C'est grave pour moi parce que nous, en tant qu'habitants de Montréal, si nos parents, nos enfants, ils n'ont pas les moyens pour habiter à Tahiti, c'est compliqué. Parce que pour Tahiti, il faut vraiment avoir un endroit à côté de la famille. Parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas, c'est interdit d'habiter à côté de la patient. Pourtant, le malaise ne date pas d'hier. Un désintérêt de plus en plus fort envers la profession de médecin s'est fait ressentir au cours des dernières années. On a clairement beaucoup moins de CV depuis 5 ans et particulièrement depuis 2 ans. On avait l'habitude d'avoir des demandes de contrat pour 1 an, pour 2 ans, avec des renouvellements à la clé. Ça permettait d'avoir des équipes pérennes qui s'installent, qui peuvent porter des projets d'établissement. Le 7 août prochain, des médecins vacataires renforceront l'effectif de l'hôpital. Les hospitalisations pourront alors reprendre, mais d'ici là, les habitants de l'île Sœur devront prendre leur mal en patience. Choisir les conditions de sa fin de vie dans un cadre légal quand on est atteint d'une maladie grave et incurable. Une loi a été votée en ce sens fin mai en France en première lecture. Le texte doit être automatiquement étendu à la Polynésie française, ce qui a rapidement provoqué des réactions du côté des instances religieuses notamment. Le CESEC a réagi en organisant une consultation populaire en ligne. Bonsoir Mayana Bambridge, bienvenue, merci d'être là. Vous représentez la société civile au Conseil économique et social. Alors pourquoi le CESEC a-t-il décidé de s'auto-saisir de la question de la fin de vie? En quoi l'approche de la mort est différente ici comparée à la métropole, à l'Hexagone? Alors le CESEC, qui représente donc la société civile, a décidé de faire une consultation en ligne pour pour donner son avis sur le projet de loi sur la fin de vie. Nous n'avons pas été saisis de ce projet, de cette proposition de loi. Nous avons sollicité le président du pays, la présidente a sollicité le président du pays pour que l'on puisse émettre un avis. Mais on se prépare tout de même. Si l'avis est demandé, nous serons déjà prêts avec la consultation qui a été lancée depuis hier soir sur le site internet du CESEC. CESEC.pf, et puis on trouve cette consultation en ligne. Il y a Absolument. Une série de questions qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Il faut prendre quand même un petit peu de temps, car on demande un petit peu de réflexion à celui qui veut bien répondre. Concrètement, que va changer ce texte ? Alors, le texte, la proposition de loi sur la fin de vie, il y en a deux. Il y a une proposition de loi sur les soins palliatifs.
qui existe déjà en Polynésie et qui est pas mal organisé entre soins palliatifs au niveau hospitalier ou à domicile des patients. Donc cette proposition de loi nous est également étendue. Et la seconde proposition, c'est celle qui concerne l'application de la loi sur la fin de vie. L'intérêt, c'est que dans la loi, dans la proposition de loi qui va nous être rendue applicable, donc étendue, mais il y a également marqué « adapté ». Donc, on sera consulté sur l'adaptation que la Polynésie souhaite faire, que la population souhaite faire à ce projet de loi. Comment on pourrait l'adapter? Est-ce que justement la mort, il y a une approche différente ici? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi vous avez ressenti le besoin, comme le sénateur Teva Roufrich également, qui a sollicité la population? Quelle est la différence? Alors, la différence, si on peut appeler cela différence, c'est l'approche humaine de la fin de vie. Ici, la fin de vie est entourée. Une personne qui est en fin de vie est fortement entourée. Normalement, les conditions de l'entourage familial existent, sont encore bien implantées. Et la seconde différence qu'il y a par rapport à la métropole, c'est le poids des religions, qui n'est pas aussi prégnante en métropole. Donc en Polynésie, il faut en tenir compte. Après, on parle du poids des religions globalement, quelle que soit la religion qui l'applique ici, mais ce poids des religions est vécu différemment selon les individus, même si la foi demeure. Mayana Mbridge, je profite de votre présence pour avoir votre réaction concernant le décès de cette fillette de 7 ans, Aiden, à Taunoa. C'était en mai dernier. Elle avait été confiée à une famille d'accueil qui s'est révélée violente. On connaît votre engagement en matière d'aide à l'enfance. Est-ce qu'il va y avoir du changement à la DSFE, la Direction des solidarités de la famille et de l'égalité? Alors, c'est compliqué. Parce que la DSFE a les moyens qu'elle a, mais même nous parlons de postes qui sont en manque à la DSFE, mais il y a des postes, mais qui sont vacants parce qu'il n'y a pas de candidats formés pour occuper ces postes. Alors l'aide sociale à l'enfance est organisée à la DSFE avec une prise en charge et un contrôle des familles, d'abord du choix des familles d'accueil, avec une enquête, et ensuite un contrôle de ces familles d'accueil, des enfants qui y sont placés. Bon. Je sais qu'il n'y a pas énormément de familles d'accueil, il y en a une trentaine, donc ils doivent être des familles d'accueil de qualité. Là, il y a eu un souci, plus qu'un souci, qui a amené une conséquence grave et forte qui doit nous interpeller tous. Nous avons des foyers, la FOSE gère une quinzaine de foyers, et les foyers qui accueillent des enfants, on peut dire que dans ces foyers, l'enfant est au moins pris en charge correctement, affectivement et humainement. Dans les familles d'accueil, le sujet doit être fortement porté sur la table des discussions avec des contrôles qui ont dû être faits, qui sont faits. On ne remet pas en cause les compétences de la VSFE. Certainement accentuées. Mais accentuées, fortement. Merci beaucoup, Mayana Mbridge, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Les plaisanciers de plus en plus contraints dans leurs déplacements en Polynésie française. Le système Escale est désormais étendu aux navires de plaisance. Ils devront créer un compte en ligne, enregistrer leur bateau et réserver un emplacement de mouillage dans les zones réglementées. Les zones pilotes concernées dès cette année sont Tayarapu Ouest, Raiatea Ta'a, Huahine et Whakarava. Une tarification sera mise en place. Écoutez les précisions du ministre des Grands Travaux au micro de Teiva Ribé. Escale, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en ligne qui permet aux plaisanciers notamment de réserver à l'avance leur emplacement de stationnement dans nos lagons avant d'arriver sur nos îles. Et ceci dans les zones de mouillage réglementées et destinées à cet effet. À terme, l'objectif, c'est de rendre l'utilisation de cette plateforme obligatoire. Mais aujourd'hui, nous déployons ce téléservice dans sa phase pilote jusqu'à la fin de l'année pour donner l'opportunité, la possibilité aux plaisanciers, aux voiliers de réserver leur emplacement de stationnement à travers cet outil.
Et puis en bref, notez qu'en ce 1er juillet, une nouvelle réglementation entre en vigueur pour limiter notre consommation de plastique. La fabrication, l'importation, l'exportation, la mise en vente ou même la distribution gratuite de la vaisselle en plastique ou aluminium à usage unique sont désormais interdites. Tahiti est en tête au classement des médailles des 12e mini-jeux du Pacifique. À la fin de la 2e journée de compétition cette nuit à Palau, les Tahitiens avaient 40 médailles au total, dont 23 en or. La moisson continue aujourd'hui, mais en attendant, retour sur les compétitions d'hier avec Maruki Duri, Melissa Chang et David Chang, nos envoyés spéciaux pour ces mini-jeux. Ambiance électrique à la National Swimming Pool pour la finale du relais mixte 4x50, 4 nages. Au couloir numéro 5, Tahiti domine largement les débats et remporte une énième médaille d'or. Dans cette compétition, les nageurs sont au rendez-vous. Cette nuit, ils ont décroché 9 médailles, 5 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Après la lutte libre la veille, place à la lutte gréco-romaine pour les garçons. Tous les lutteurs tahitiens ont obtenu une médaille pour cette 2e journée. Tamaterei Hervé réalise le coup parfait, 2 médailles d'or en 2 jours, lui qui représentera aussi Tahiti en judo. À noter également la belle médaille d'or de Veitehau Otsunasek ou encore celle obtenue par Keona Duval après forfait de son adversaire. Des conditions difficiles pour les archers engagés dans ces 12e mini-jeux du Pacifique. Sur un terrain boueux, difficile d'ancrer ses appuis alors que la stabilité est requise pour viser juste. Qu'importe, nos Tahitiens sont là, en mission, médaille d'or. Ouais, bah évidemment, hein, c'est une compétition internationale, donc ça met un petit peu plus de pression qu'à la maison. Mais écoute, on s'est préparé le plus que l'on pouvait. On ne peut pas faire plus que ce qu'on a préparé avant. Donc je pense que là, nous sommes prêts, enfin, en tout cas pour ma part, et puis même toute l'équipe, on est prêt à performer et aller chercher ces fameuses médailles. Et la journée d'hier a été plutôt bonne, avec 3 médailles d'or décrochées par Arthur Demachi et Aurore Côté en arc à poulie, Thaïs Pendu en arc classique. Teiva Winkelstrother, lui, décroche l'argent en arc classique. L'objectif d'aujourd'hui, c'est plus de tenir dans la durée parce que notre programme a changé. Maintenant, nous faisons une qualification le matin et l'après-midi. Donc nous devons tirer plus de flèches que prévu. Et donc l'objectif là, c'est de durer dans le temps. Sur le terrain de basket 3 contre 3, les confrontations sont physiques et les Tahitiennes doivent s'employer pour marquer des paniers. Elles perdent finalement leurs 2 premiers matchs, mais peuvent se rattraper aujourd'hui. Les garçons, quant à eux, sont allés jusqu'à la finale du jour, après un parcours sans faute, 3 victoires en 3 matchs. Particularité du 3 contre 3, l'équipe est en autogestion, sans présence du coach à ses côtés. Ouais, bien la particularité, c'est qu'on n'a aucun coach, on n'a aucune directive. On est juste 4 joueurs sur le terrain, du coup, j'essaye de prendre un peu les 2 casquettes de capitaine et de coach. C'est pas toujours facile, mais des fois, tu as des responsabilités. Par rapport au temps mort, voilà, très compliqué, mais on va dire que là, on a pu prendre le bon temps mort au bon moment, qui nous a permis de passer devant. Après chaque épreuve sportive, les Tahitiens bénéficient de soins pour une meilleure récupération avant de retourner en compétition. Et je rappelle que Tahiti est en haut du classement de ces mini-jeux du Pacifique avec 23 médailles d'or. Les Samoa sont pour le moment 2e et les Mariannes du Nord 3e avec respectivement 6 et 4 médailles d'or. Dans le Grand Océan, depuis le mois de juin, les baleines à bosse font leur grand retour en Australie. Le phénomène migratoire fait venir des touristes sur le sol australien. Les bateaux et les baleines se rencontrent en mer et créent toutes sortes de situations. Regardez ce reportage de Sarah Gendre. À l'approche de l'été, les baleines à bosse perturbent les trajets des bateaux au large des côtes australiennes. Leur parcours porte même un nom, la route des baleines à bosse. La Humpback Highway est un terme général que nous utilisons ici en Australie. Elle décrit les couloirs migratoires que les baleines à bosse utilisent pour voyager des eaux froides de l'Antarctique jusqu'aux eaux du nord de l'Australie. Que ce soit sur la côte ouest dans le Kimberley ou sur la côte est, sur la Grande Barrière de Corail, elles se reproduisent et profitent des eaux chaudes.
40 000 baleines empruntent ces chemins chaque année, un spectacle impressionnant pour les passagers en mer, parfois contraints d'admirer ces grands mammifères. Chaque fois qu'on essayait de bouger, les baleines arrêtaient le bateau. L'une d'elles levait la tête devant la coque. J'essayais de faire marche arrière, une autre nageait derrière nous. Nous avons donc coupé les moteurs et nous avons dérivé pendant 1 heure avec ces baleines qui nous traitaient comme un jouet. Vous ne savez jamais ce que vous allez voir lorsque vous êtes sur l'eau, alors j'encourage les gens à poser leur téléphone et à profiter de l'environnement comme à Port Stephens. Avec cette croissance du tourisme, les scientifiques australiens s'inquiètent pour les baleines face au changement climatique. Ils pensent désormais à cultiver du krill, petit crustacé essentiel à leur alimentation. Et avant de refermer cette édition, je vous propose de retourner à la présidence où Raihei Najarian et Patrick Tsin sont en train d'assister aux négociations entre le président du pays et les agents de la Maison de la Culture. Raihei, où en est-on ? Eh bien, rebonsoir Sibé, rebonsoir à toutes. Ça y est, hein, la pression est enfin tombée. J'ai une bonne nouvelle pour les passionnés du Heiva. Le Heiva aura bien lieu ce jeudi 3 juin, car oui, un accord a été trouvé entre la FRAP et le pays. Et justement, je vous propose d'accueillir notre invité, Gérard Baff, le secrétaire général délégué à la FRAP, Gérard Yorana. Et Yorana Polynésie première. Alors, un petit bilan, ça s'est bien passé, la rencontre? Oui, ça s'est bien passé. Et puis, bon, c'est la FRAP ouvre le Heiva, voilà, parce qu'on vient de signer. Il y avait quand même le point de revalorisation a été discuté? Non, le point de revalorisation, si on le discute ce soir, il sera un point bloquant, donc on ne va pas sortir de l'impasse. Okay, bien sûr qu'on pense au Heiva, à tout ce qu'on a, les blocages qu'on fait. Mais le combat n'est pas fini. De toute façon, dès demain matin, on dépose un préavis de grève et ce sera que sur le point d'indice. Et c'est une grève générale. Donc c'est quoi la suite après ce préavis de grève? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Après 5 jours, s'il n'y a pas de négociation, c'est le blocage, c'est tout, hein, c'est le parti. Parce que nos adhérents qui étaient sur les piquets de grève, ceux qui ne sont pas, ils sont chauds, hein, ils ont dit qu'il ne faut pas lâcher. Donc on ne va pas lâcher. Si on a le soutien de la base, on y va. Merci beaucoup. Et puis il faut dire aussi que sur la décision du référé, de soi-disant notre grève illégale, bien sûr on a 15 jours, mais on va déposer rapidement l'appel, hein, parce qu'on a les arguments qui vont plus dans nos sens. Bon, voilà. Merci beaucoup Gérard Baff pour toutes ces précisions. Voilà, vous venez d'entendre, donc un nouveau préavis sera déposé dès demain, mais en tout cas ce jeudi, il y a Heiva, te Heiva. Et je tiens à répéter, c'est la FRAP qui ouvre le Heiva. Hein. Merci beaucoup Raihei, merci. Et donc cette bonne nouvelle, le Heiva commence bien jeudi soir. L'actualité de cette journée a donc été marquée par la grève des fonctionnaires jugée illégale. La FRAP doit arrêter le mouvement sous peine d'une astreinte d'1 million de francs pacifiques par jour de retard. L'absence de préavis a privé le pays de la possibilité d'organiser la continuité du service public du côté de la Maison de la Culture. Donc les agents avaient déposé un préavis en bonne et due forme. Le président Broderson a invité les agents à signer un protocole qui s'est donc concrétisé ce soir. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour d'autres informations, notamment au plan régional avec cette saisie historique. Le 25 juin, la Marine nationale a intercepté un navire qui transportait une importante cargaison de cocaïne entre le Pérou et l'Australie. Soirée série sur la première, vous pourrez voir après ce journal The Glades, puis Good Girls. Voilà pour les informations de ce mardi. Demain, ne manquez pas vos journaux radio dès 6h avec Ibrahim Ahmedazi et Tawarili. Passez une excellente soirée sur nos antennes, sur ces images d'une prestation, celle d'une délégation d'étudiants hawaïens qui visitaient aujourd'hui notre station. Apamat Ei, belle soirée.
toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.